entamer ce dialogue. Je ne vais pas commencer par vous les présenter longuement, parce que précisément, le dialogue que nous allons avoir permettra de mieux faire connaissance. Bon, beaucoup d'entre vous connaissent bien entendu l'acteur Robert Belushi, l'acteur de cinéma, l'acteur de théâtre, qui termine actuellement une série que vous avez, beaucoup d'entre vous, suivi. Mais vous connaissez peut-être moins le Robert Belushi, qui est depuis une année maintenant directeur des Tréteaux de France. Le Robert Belushi, qui est aussi un militant de la culture et du théâtre de la cité, à la fois sur le plan national et sur le plan peut-être même de son propre village, dont on parlera donc, tout à l'heure. Vous connaissez peut-être un petit peu Jean-Briel Carasso, qui est aussi un vieux de la vieille, on va dire, dans le domaine du théâtre, mais qui n'a pas, évidemment, sans doute, la même connaissance auprès du public que l'avait Robert Belushi. Mais tous deux sont membres créateurs et signataires d'un collectif dont d'autres membres sont ici présents dans la salle, et qui est un collectif qui a pour fonction et pour vocation de défendre l'art en éducation, l'art pour éduquer. On aura l'occasion d'en parler. Ce que je vous propose pour commencer, parce que c'est une question que nous avions posée à Didier Locoud, qui nous a rendu visite il y a une quinzaine de jours, et souvent, quand on rencontre un acteur, un homme de théâtre, un musicien, une des questions que nous avons tous à l'esprit, mais c'est comment devient-on acteur? Pourquoi ce goût pour le théâtre? D'où vient-il? Et je poserai la même question à Jean-Gabriel. Merci Alain. Merci de nous inviter. Voilà. C'est très agréable d'avoir de vrais moments de partage. Je sais que sous ces auspices, nous allons sans doute pouvoir nous parler directement, simplement, en nous rencontrant un petit peu dans quelques minutes que nous allons passer ensemble. Donc, je ne manque jamais d'être présent à ces appels, s'il s'agit de vraies rencontres. Alors, comment on entre en théâtre, c'est ça? Oui, comment tu viens? Bon, moi je viens d'un milieu très modeste. Ma maman était couturière pour ramener un petit peu de sous à la maison. Ce n'était donc pas son métier. Mon père était gendarme. Et il était gendarme en Corse. Pourquoi vous souriez? Je ne sais pas, mais je savais qu'en prononçant ce mot de cette manière, vous allez sourire ou rire. Mais je ne sais pas, je pose la question. Il est allé en Corse après avoir été 5 ans prisonnier en Allemagne, et puis je crois qu'on lui a proposé la Nouvelle-Calédonie ou un autre pays ultramarin, je ne sais pas lequel. Il est allé en fait en Corse, car la retraite était à 45 ans, avec les annuités qu'il avait conjuguées en surcroît de son état de prisonnier dont il rentrait, de l'Allemagne. Et je viens voilà, d'un milieu d'artisans, pour ce qui était de ma famille paternelle, donc d'un grand-père forgeron en Corse et d'un père gendarme ayant des parents paysans bourguignons. Alors la question théâtrale, elle se pose étrangement, parce que l'un portait l'uniforme et ma mère était couturière. Donc peut-être est-ce par le tissu, par le costume, par l'uniforme, le vêtement. Mais ce qui a été quand même assez décisif, c'est que après la Corse, mes parents sont revenus sur le continent, comme on dit, et j'ai vécu dans Lyon, dans la Bourgogne de mon père. Donc j'ai donc quitté la Corse enfant. Et lorsque j'avais 14 ans, ma mère couturière, donc, a fait pour la ville d'Auxerre des costumes pour des acteurs qui sont rentrés dans la maison. Elle a réparé des costumes pour le théâtre municipal. Voilà. Et ces acteurs venaient de Strasbourg, du TNS, c'est-à-dire d'un lieu de culture. Voilà. J'ignorais, mais le mot TNS est entré dans mes oreilles. Et l'été suivant, j'ai fait un premier stage avec ce metteur en scène qui avait donc organisé la reconstruction de costumes dans ma maison. Mais les acteurs rentrant dans la maison, c'était assez important. Leur parfum, leur existence, différente de la mienne. Et là, je suis allé l'été suivant dans un stage, qui était un stage qui
qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs un stage de réalisation que le ministère de la Jeunesse et des Sports. Avec quel âge? Là, j'avais 14 ans à l'entrée dans la maison, et l'année suivante, j'étais donc en stage. Et à partir de là, j'ai découvert l'artisanat, qui était un autre artisanat, celui du théâtre. Et à partir de là, j'ai enchaîné des stages pendant ma scolarité, et puis ensuite, ensuite ça a continué. Voilà. Mais ça a continué avec cet ancrage-là, c'est-à-dire sensible, de la maison, d'une certaine forme de théâtre aussi, qui était la conjonction des amateurs et des professionnels mélangés, qui était une certaine attitude du théâtre, un partage différent. Et puis j'ai enchaîné les stages. Puis ensuite je suis allé à l'école nationale, l'école Dullin, à Paris, donc pas n'importe laquelle, Charles Dullin, qui est un homme aussi de foi théâtrale. Et puis, tout en enchaînant toujours les stages, cela à Valréas dans la Drôme, avec René Jodot, et puis voilà, je suis rentré au Conservatoire National, et après j'ai continué. Mais c'est comme ça que je suis rentré dans le théâtre, pour répondre à ta question précise. Mais ce qui est formidable, c'est que tu nous dis que l'art, la culture, ça commence dans le quotidien, dans le tissu, les odeurs autour de soi. Et ça me rappelle de ce que Georges Carouste m'avait dit au cours d'un entretien. Il me disait, l'art, la culture, ça commence simplement à partager le plaisir d'une table bien mise, déjà. Oui, et je reconnaissais dans cette pratique-là ce que j'avais reçu dans ma famille, qui était une absence, en fait, relative de culture, c'est-à-dire de pratique réelle. Et au fond, il y avait de l'art dans la façon, en effet, que ma mère avait de faire la cuisine, ou bien de couper ses vêtements qu'elle faisait, et que ce grand-père forgeron aussi, qui était sans cesse remis à la présence, comme ça, de la vie, montrait un chemin. Voilà. C'était l'art de vivre, l'art de bien faire, l'art de se bien comporter, etc. Et puis du côté bourguignon également, parce que les paysans bourguignons étaient comme ça aussi. Donc c'est rentré par là. Mais quand même, le terreau, c'était qu'à 3 ans et demi, Madame Martin, à l'école maternelle de Tonnerre, donc, nous faisait organiser tous les matins une petite case africaine, et il y avait un projet, voilà, un projet de classe. Ça, je le sais toujours aujourd'hui. C'était un projet de classe où elle faisait organiser à ses élèves un quotidien africain. Voilà, alors on faisait le mille avec le pile-pile, on organisait la lutte, les cases, et il y avait des journées ensoleillées, des journées pluvieuses, des journées d'hiver qui n'étaient pas les mêmes que de notre côté. Donc c'était l'hiver quand c'était l'été ici, ou l'inverse. Bon, c'était très intéressant de passer par là. Ça, c'était un projet complètement de classe. Donc c'est sur ce terreau-là. Oui, mais là, ça rejoint des préoccupations que nous avons et des questions que je vais te poser aussi. Jean-Gabriel, est-ce que tu es né dans le tissu ou dans la soie, toi? C'est toujours des histoires singulières. Pendant que Romain racontait son point de départ, j'ai essayé de rassembler mes souvenirs. Moi, j'ai vécu mon enfance en Afrique. Donc, mes parents étaient partis se réfugier pendant la guerre pour échapper au fascisme et aux nazis. Et les premiers souvenirs que j'ai de ma pratique théâtrale, c'est à l'école maternelle, au Congo-Belge. Les petits nains de la montagne, on avait fait ça. J'étais en costume jaune, en soie, avec une grande barbe. Je me souviens de tout le rituel, de la trouille que j'ai eue. Aucun plaisir, aucun souvenir de ce qu'on a fait, uniquement le rituel. On m'a dit c'est bien. Ah bon, j'ai dit c'est bien, tant mieux, c'est que c'est bien. Alors surtout que c'était bien. Mais c'est un souvenir très très lointain. J'ai plutôt le souvenir d'une épreuve terrible. Mais on allait voir quelques spectacles. J'ai vu quelques spectacles comme ça qui n'ont pas. On est revenu en 60 en France. J'avais 12 ans. On allait un peu avec mes parents voir. Mes parents étaient commerçants. Ils avaient une maroquinerie à la fin de leur vie. Ils ont vendu des fringues et ils ont vendu des fringues. Mes parents. Après, ils ont vendu des valises et des sacs. J'étais très doué pour faire les colis, moi, à Noël, les paquets de Noël, je sais bien ça très bien. Et donc voilà, j'étais au collège à Boulogne-Billancourt, ils m'ont envoyé en colo l'été, je ne savais pas quoi faire de moi, et là j'ai découvert des gens formidables. Des animateurs de colonies de vacances où j'ai appris à faire un pêcher, à faire du canoë, à faire plein de trucs, et même du théâtre. On faisait des soirées comme ça, des souvenirs de ça.
Et il y a un copain qui était au collège avec moi, qui m'a dit un jour, mon père a besoin d'un mec pour peindre des tabourets, est-ce que tu peux venir nous aider? Voilà, ça démarre comme ça une fille. Je dis oui, moi je suis un gentil garçon, je vais venir peindre des tabourets de ton papa, de ta cuisine, il n'y a pas de problème. Et en fait, ce n'était pas des tabourets de cuisine, c'était un décor de théâtre. Parce que le papa de Dan, de mon pote, il s'appelait Miguel de Minck, c'était un élève de Charles Dulin, tout ça je l'ai appris après, c'était un élève de Charles Dulin, responsable des activités dramatiques au CDA, au Centre d'entraînement méthode d'éducation active, un type absolument formidable, Donc je suis rentré peintre en tabouret au Trois Baudets à Paris, qui théâtre pour la première fois. C'était un des pionniers du théâtre pour les enfants en France, qui avait travaillé avec Jean Srel, tout ça. Il a créé sa troupe en 48, et en 60 et quelques, 63, 64, je ne me souviens plus exactement. Il a, pour la première fois, obtenu le droit de jouer un spectacle pendant le temps scolaire à Paris, ce qui ne se faisait plus jamais. C'était Six Renards, un spectacle de masques, tout ça, et moi j'étais le peintre des tabourets. Donc je suis rentré, j'étais fasciné par l'odeur, par la matière, par les décors, par les coulisses, voilà, tout ce que maintenant est un lieu de travail, un peu, mais si on se souvient de la première fois où on rentre là-dedans, c'est quelque chose. Voilà, je ne suis jamais sorti, et à 2 ans, il avait 15 ans, il a dit, comme chez des copains, il a dit, venez, je vous emmène au festival d'Avignon. J'ai dit, c'est quoi ça, Avignon? J'avais entendu parler, voilà, donc on a été à Avignon, on a passé des nuits dehors, on a découvert la ville, il y avait un mec qui venait faire des conférences là aux jeunes, des gens Villard, bon, je ne sais pas qui c'était, mais il avait l'air sympa. Et voilà, donc ça fait que cette année, ce sera mon 50e festival d'Avignon, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, je suis rentré par là, je me dis souvent que si j'étais tombé sur le père d'un copain qui faisait de la spéléo ou de la mécanique, je serais peut-être devenu mécanicien. Pas trop de regrets, ça va? Aucun. Bon, Robin, en répondant spontanément, on ne s'était pas concerté là-dessus, tu as évoqué des souvenirs d'école, enfin très précoces, 3 ans et demi quand même. Je ne suis pas certain d'avoir des souvenirs de 3 ans et demi forts comme ça dont je pourrais parler, donc c'est vraiment le signe de quelque chose qui t'a profondément marqué. Par ailleurs, je le disais, non seulement tu es l'acteur que tu es, mais tu es un homme très engagé pour la place de l'art en éducation, pour la place du théâtre dans la cité. Tu as créé donc une association importante qui a fait revivre la Corse, pratiquement, on pourrait dire, en tout cas, une partie de la Corse l'été a un vécu culturel qui est quand même largement ton œuvre. Donc, et je pose un petit peu la même question à Jean-Gabriel, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, moi, je vais mettre en place quelque chose qui est une lutte pour l'art en éducation, un combat pour l'art en éducation. Et je vais compliquer un peu ma question parce que j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a déterminé à le faire il y a un certain nombre d'années quand tu as pris cette décision-là, et même chose pour Jean-Gabriel, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu continues et qu'est-ce qui a changé peut-être qui fait que c'est encore plus important qu'avant? Oui, ben, c'est la vie qui nous mène, c'est-à-dire que on se sent à un endroit plus juste qu'à d'autres, et j'ai plutôt l'impression d'avoir eu, étant né en 56, beaucoup de chance en fait de vivre dans un pays non guerrier, sachant que mon grand-père paternel avait fait la guerre 14, et que ça avait marqué beaucoup la famille, beaucoup de morts, de part et d'autre, dans les deux familles, que mon père donc, avait été prisonnier 5 ans, la présence de la guerre, ça compte. Dans les années 60, moi j'ai grandi dans un espace qui n'est pas du tout guerrier, c'est un moteur économique un peu sur le mode welfare américain, une société qui est en pleine croissance. Hein, et ce qui se produit, c'est que sans doute, à un moment, les premières rencontres sont décisives. C'est-à-dire que la propension, c'est peut-être en effet l'école, le bon sens, une forme de plaisir à rencontrer, à partager, à échanger, qui venait de mes 2 familles, que les choses se font avec les autres et pas tout seul, comme dans un mode égotique, on va dire. Donc ça, c'est des bases plutôt familiales. Et puis, progressivement, le souci de l'autre, oui,
le sens politique, peut-être qui intervient très jeune, puisque ma rencontre avec le théâtre, qui m'a totalement fait renaître, hein, parce que l'enfant sensible peut-être que j'étais, que les traces dont je parlais de l'école, puis un autre exemple d'école, c'est pour moi qui comptait, là c'était à 10 ou 11 ans, isotherme et thermostat, c'est-à-dire des acteurs qui sont venus dans la classe, des clowns, isotherme et thermostat, je me souviens très très bien, qui fait que, à la suite de la présence d'isotherme et thermostat en CM2, je crois, je reproduisais. Vous avez une subvention de la DRAC ou pas? Je n'en sais rien, j'aimerais bien les retrouver, mais peut-être ils doivent avoir 15 ans aujourd'hui, s'ils sont toujours vivants. Et à la suite de leur spectacle, qui s'appelait Pierril quelque chose, je sais pas, Pierril et les myrtilles, ou quelque chose comme ça, je reproduisais ce spectacle dans les champs, avec des gens du village, donc en Bourgogne cette fois. Hein. Donc j'allais dans les champs avec table de maquillage, tente pour se changer, bonbons à l'entracte, enfin l'image que je pouvais en avoir. Et je reproduisais vaguement le spectacle avec mon petit cousin qui avait des perruques de laine, qui jouait la fille, et moi je jouais le garçon. Donc c'était ça pour moi, le théâtre. Mais déjà c'est le lien avec les autres. Et puis ensuite, le fait d'aller dans ce premier stage, c'était une histoire qui m'arrive, c'est-à-dire l'histoire de la décentralisation théâtrale, Charles Dullin dont on parle, des noms qui sonnent, le TNS c'était Strasbourg, le nom de Hubert Gignoux, certains repères comme ça, vous voyez, d'une forme d'un théâtre d'art, d'artisan, où le théâtre c'est dans la vie. Voilà, c'est dans la vie. C'est pas une sortie le soir dans des rideaux rouges, c'était pas ce théâtre-là. Hein, c'était un théâtre dans les champs. Voilà. Et mon premier stage, qui plus est, était à Vézelay, dans la maison de Romain Roland, qui avait créé le théâtre du peuple avec Potcher, Bussan, enfin ce sont des noms, vous voyez, qui entrent. On entre dans une sorte de famille. Et je suis entré dans cette famille-là. Donc c'est une famille politique. C'est une famille éminemment politique. C'est une famille où le théâtre est porteur de transformation individuelle, collective. Oui. Et c'est pas un théâtre égotique où on veut devenir vedette, où on devient éloigné. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que cette bonne formation de base, ça m'a amené à l'école Dullin, que l'école Dullin m'a fait entrer au Conservatoire national, que j'ai côtoyé une quantité de jeunes vedettes, puisque ça peut être un projet pour certains, et je le respecte, il est estimable, sauf que ce n'était pas le mien. Mais mes bases de stage de réalisation, jeunesse et sport, amateur, etc., m'ont toujours donné du ferment en étant professionnel aguerri. Puis après, on fait du cinéma, on fait de la télévision, on est un peu plus connu, et puis il y a une sorte de parallaxe, si vous voulez, qui fait qu'on n'est pas forcément en adéquation avec ce que j'évoque juste avant. Vous voyez. Donc j'ai continué à vouloir faire une certaine télévision, à faire un certain cinéma comme je le pouvais, en m'en écartant un petit peu aussi, parce qu'au fond, au bout d'un moment, l'industrie cinématographique parfois nous amène à un mode plus industriel, de fait. Donc, et je suis revenu un peu plus encore au théâtre, un peu plus à la question de l'éducation, un peu plus en maturissant, en comment en maturant, voilà, en maturant. Donc le chemin politique, il se fait au fur et à mesure, il se fait par la première rencontre initiale, et puis ensuite par la façon dont on a de se diriger. Voilà. Et l'appel aujourd'hui, il est en effet plus que jamais, à 57 ans pour moi, de transmettre, de rencontrer, de partager davantage, d'échanger, et puis tenter de vivre avec notre monde, qui est un monde qui connaît toutes les évolutions techniques. Hein. Mais un monde qui t'inquiète. Ah non, non, non. Ah non, 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 le monde ne m'inquiète pas. Ce qui peut parfois tarauder, c'est l'inhumanité chez l'humain. Ça, c'est très inquiétant. J'ai vécu l'après 45, de manière joyeuse, et puis j'ai toujours été attentif à ce que des inhumanités ne se reproduisent plus. Voilà. Donc, tout ce qui amène à l'inhumanité, peut-être qu'en ce moment, il y a un climat, disons, moins humain que ce que j'ai vécu dans mon enfance. Donc là, j'utilise peut-être les outils qui sont ceux que je connais pour tenter, politiquement, voilà, d'intervenir
venir avec attention. En effet sur les questions de l'éducation, en effet sur les questions de l'art, du public, de l'échange, de la rencontre. Après, on développera si tu veux, oui, en effet. On y reviendra à la question politique. Jean-Gabriel. Et après, on laissera la parole aussi. Ne vous inquiétez pas. La question, c'est pourquoi je continue à. D'où ça vient. On se connaît un peu avec Robin depuis quelques années et je constate, ce qu'il m'a déjà raconté, on a des histoires parallèles très proches en réalité. Au fond, c'est par fidélité, d'une certaine manière, à des gens qui nous ont construits à travers, bon, lui, c'est Jeunesse et Sport, Andreas, des gens comme ça, d'éducation populaire. Moi, c'est les mêmes dans un autre mouvement, qui s'appelle les CNA. C'est la chance que moi, je me souviens de. Quand j'étais môme adolescent avec mes parents, on allait voir le dimanche après-midi, des fois, du boulevard intelligent, je dirais. J'ai vu Elvire Popesco, j'ai vu Jacques Fabry faire des spectacles drôles et tout ça. Bon, le théâtre, c'était un peu du divertissement comme ça, jusqu'au jour où l'association des parents d'élèves de mon lycée nous a dit il y a un truc à Aubervilliers, il y a un théâtre qui vient de s'ouvrir. Ça paraissait le bout du monde, Boulogne-Billancourt, Aubervilliers, c'était loin. Et on vous emmène voir un spectacle, et on a vu un des premiers spectacles de Gabriel Yaron qui s'appelait Andorra, Maastricht, qui racontait des choses sur la Shoah et tout ça. Et là, je me suis dit, très franchement, j'ai été impressionné par ce spectacle. Mais en plus, je me suis dit, mais le théâtre, ça peut aussi parler de ça. Ça peut aussi parler de moi, d'une certaine manière, de nous. Et j'ai vu tous les spectacles de Garand, on a monté un ciné-club, on a passé les films, etc. Donc je suis rentré là-dedans, donc je l'ai vécu comme adolescent. La manière de se construire, j'aurais pas rencontré tous ces gens-là, je ne serais pas moi, quoi. Je serais peut-être maroquinier, mais je serais autre chose. Donc je sais, par expérience, combien ça peut construire une personne, et au-delà d'une personne, une génération, tous les gens qui étaient autour de moi, voilà, qui ont eu la chance de vivre ça. Donc à la fois par expérience, parce que je sais combien ça construit et ça permet en partie de résister. Robin disait c'est l'après-guerre, c'est les réactions à la Shoah, c'est les réactions à la barbarie, c'est pour ça que ces gens ont fait tout ça, en disant plus jamais ça. Donc voilà, on est nourri de cette pensée-là. Et c'est pour ça qu'on continue, parce qu'en même temps on y trouve du plaisir. En même temps, c'est un combat où parfois on gagne des petits trucs, parfois on perd, voilà, ça va, ça vient, mais on sait combien ce combat-là, il est à la fois difficile, exigeant, et en même temps passionnant, parce qu'on y fait des découvertes formidables, des expériences absolument géniales dans les stages, dans les formations, dans les spectacles, etc. Donc on a épousé, lui comme moi finalement, à des moments un peu différents. C'est vrai que c'est l'histoire d'une famille, d'une grande famille. D'ailleurs, Hubert Gignoux a écrit ce livre absolument extraordinaire, ça s'appelle l'histoire d'une famille théâtrale, qui est épuisée, il en reste 3, où il raconte tout ça, comment c'est né dans les camps pendant la guerre, où il y avait des trucs, ça a créé la décentralisation théâtrale. Donc je suis un héritier de toute l'histoire de la décentralisation, et un héritier de l'histoire de l'éducation populaire et de l'éducation active, hein, qui a traversé tout le siècle. Voilà, je suis un mélange de tout ça. L'ayant vécu, je crois que ça c'est important, je peux devenir le porte-parole en dirigeant l'association Théâtre Éducation, en m'engageant, en écrivant des trucs, en intervenant. Mais si je ne me sentais pas porté par cette histoire, je pense que je ne ferais pas du tout ce que je fais là. Je ne suis qu'un héritier. Moi, il y a une question que je voudrais vous poser, là, qui est peut-être une question, enfin, peut-être pas polémique, mais une manière de mettre les pieds un petit peu dans le plat, parce qu'on est tous ici réunis et tous convaincus que l'art est le bienvenu à l'école, le bienvenu dans l'éducation, et je commence à me demander, est-ce que l'art est si bienvenu que ça? Est-ce qu'il est si bien accueilli que ça? Tu commences? Bon, écoutez, l'art, c'est une vieille histoire des hommes, c'est le besoin que les hommes ont de se relever. Au départ, ils sont à 4 pattes, et puis ils décident de se relever, avec les outils qu'ils ont, en essayant de partager quelque chose. C'est ce qui les différencie d'avec les animaux. On peut dire qu'il y a de l'ombre parce qu'il y a de la lumière, et de la lumière parce qu'il y a de l'ombre. Donc la place a un peu de complexité. Voilà.
après avoir pu subsister, manger, boire, dormir, procréer, ben, on a envie de n'avoir que des interrogations, puis d'en imaginer des réponses. Donc l'imaginaire, c'est une faculté humaine. Et c'est ce désir de créer du symbole entre les gens qui fait qu'ils se départissent du monde animal. Et c'est comme ça qu'ils font des représentations en pierre, qu'ils font des dessins, ce sont des éléments symboliques. Voilà. Donc l'homme a besoin de ça. Il est homme pour cette raison-là. Alors, on passe notre temps à ça. Quand on en a compris la capacité émancipatrice, c'est-à-dire pouvoir se saisir des outils de la langue, parce que ceci est un symbole, et au fond, le mot est un symbole, tout est un élément de rencontre, de partage, qui est achevé par l'autre. Un mot, c'est une pensée, une suite de pensées, on peut faire concept, on peut faire... Et l'autre, à ce moment-là, il phosphore, il invente, c'est un élément de partage. L'humain qui fait ça s'élève quand il fait ça, il se grandit, et il échange, et il fait avec l'autre, il compte sur l'autre, il engage des éléments de complémentarité, de complicité, et c'est ce qui fait que les humains peuvent mieux vivre ensemble, depuis que les Grecs l'ont raconté. Quand inversement, on veut rabaisser l'humain, ben on le prive de la parole, de sa capacité symbolique, de partage, d'échange, de rencontre, et puis il revient à quatre pattes. Donc l'art a cette fonction, et lorsque l'on veut que l'art soit bienvenu, davantage créer de l'échange, de la rencontre, du partage, du lien, de l'invention, de l'imaginaire, du symbole, de l'interrogation, du rêve, et que l'on place cela comme des valeurs humaines fortes. Rêver, c'est une valeur humaine extraordinaire. Inventer, c'est une source de propulsion. L'invention, le fait que un bout de bois, un machin, rien. On invente quelque chose, c'est ce qui nous fait homme. Lorsque donc l'art a cette possibilité de nous faire homme, lorsqu'on veut nous rendre un peu moins homme, eh bien on enlève toutes ces valeurs-là, on en écarte des humains et on les prive de ces possibles. Donc l'art n'est pas bienvenu lorsqu'on veut aliéner, l'art est bienvenu lorsqu'on cherche à ce que l'homme soit moins inhumain et davantage capable de désirer l'autre. Donc ce sont des modes de société et des modes politiques qui interviennent. Émanciper ou aliéner, c'est toute l'histoire de l'homme et sa gouvernance. Et c'est une question d'aujourd'hui. Ah ben alors là... Qu'est-ce qui aliène aujourd'hui? Alors la grande question de l'art... c'est qu'à cette question, justement, c'est ce qu'ont cherché à répondre à chaque fois les artistes, sans pour autant vouloir donner de réponse, parce que c'est pas leur boulot de donner des réponses. Ce qu'ils ne veulent pas, souvent les artistes, c'est une injustice à ce que cette absence de reconnaissance de ce fait, que le rêve est une source extraordinaire, que l'imaginaire est une source, que l'autre est une source, et non pas un ennemi, un animal, un sauvageon. Oui, ou un compétiteur systématique. Considérer l'autre comme une source de bienfaits, c'est un point de vue. Voilà. L'autre point de vue, c'est celui de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, on s'engouffre dans cette idée, et l'homme est un animal, c'est un loup pour l'homme. Or, l'animal que nous sommes, il a justement depuis toujours, comme je le disais, le désir d'humanité. Il en a le désir. Sauf qu'il faut organiser ce désir avec lui. Mais le désir, il est là. C'est pas être optimiste ou négatif, ce que je dis. C'est simplement que nous sommes des mammifères, mais nous avons envie, besoin de nous élever. C'est quelque chose qui est en nous. Je ne connais pas un parent qui n'a pas envie que son enfant
s'élève. C'est une pulsion de vie elle-même. Mais l'organisation politique que l'on oriente vis-à-vis de cela, c'est ou continuer cette élévation, ou provoquer du rabaissement. Parce qu'on dirige davantage un peuple en l'uniformisant, par exemple. Parce que l'élévation demande de la singularité. C'est-à-dire que ça compte sur le potentiel de chacun. Ça compte comme chacun étant une source. C'est pas un tout, c'est pas un... Oui. Donc, et ça, c'est profondément... C'est un point de vue politique. Ah oui, c'est un point de vue politique. La singularité, elle prend ses sources. Il suffit de relire Aristote, Platon. Vous savez, la singularité, c'est l'idiome en grec. C'est l'idios, c'est l'idiome, le mot grec. C'est-à-dire ce qui est profondément issu de chacun. Il n'y en a pas un qui a le même idiome, la même langue, la même singularité. Il n'y en a pas un. Ce qui définit la singularité. La singularité en mathématiques, c'est ce qui est indestructible, non comparable, non interchangeable. C'est un point de vue de l'humanité. L'être singulier, non interchangeable. Dans un plan politique, si l'on veut uniformiser, eh bien, on diminue la singularité. On va faire des humains des particuliers plutôt que des êtres singuliers. Le particulier, c'est un morceau d'un tout. Or, la singularité, au plan grec, au plan philosophique, au plan scientifique, c'est une réalité de notre existence. Donc, le politique, où il enclenche de la singularité, et il prend des risques. Il prend des risques. Ou bien il cherche à particulariser, c'est-à-dire à rendre une unité, une uniformisation, etc. Et l'art, ça peut servir à ça aussi. Hein. La pacification, quelquefois, au nom de l'art. Alors, je ne sais pas si l'art a une utilité. Moi, je sais que l'art ne dit pas d'utilité en soi. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas d'utilité. En revanche, il y a une capacité à développer de la singularité. Ça, c'est sûr. Donc, en effet, permettre à chacun, à chaque enfant, à chaque être humain, d'avoir son idiome, sa langue étrangère, considérer que l'étrangeté est une source pour l'humain, oui, c'est un point de vue politique. On va davantage penser souvent que l'étrangeté est un danger. Oui. Peut-être, avant de vous donner la parole, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup envie de poser des questions, peut-être Jean-Gabriel, tu voulais dire quelque chose là-dessus ou... Je le dirais forcément moins bien que ce que vient de dire mon camarade. C'était vrai qu'il n'était pas rendu la tâche facile. Sur le sujet. Mais ta question est difficile parce que est-ce que l'art en général est bienvenu à l'école en général? On est tout de suite pris par la question de dire mais de quoi on parle exactement? Derrière ces mots, qu'est-ce qu'on met? On vient de parler de ça. Au fond, moi, quand j'évoque ces questions-là, je pense qu'il y a une partie de ce qui est le patrimoine artistique, qu'il soit littéraire ou autre, qui est parfaitement intégré dans le système scolaire français, ou européen, ou occidentaux, et on est même chargé de le découvrir, de l'apprendre, etc. Donc il y a une partie, si c'est pris comme ça, pourquoi pas, à l'école maternelle, il y a plein de choses qui se font, etc. L'autre chose dont parle Robin et dont je crois que nous parlons, c'est pas l'art en général, c'est l'activité artistique. L'activité artistique. Pour moi, j'essaie de dire ça souvent, l'art, c'est une activité humaine, verticale. J'explique pourquoi. C'est d'abord une activité humaine. Alors, il a dit toutes les nécessités de cette activité. Ce qu'on voit autour de nous, les statues, là, c'est pas de l'art, c'est le résultat, c'est la trace de l'activité qu'ont eu les gens qui les ont réalisées. On peut dire l'art, c'est ce qui est à l'extérieur à nous, ce sont les œuvres, finalement réalisées, ou bien, et où l'art, c'est le chemin qui amène à ça. Et c'est dans le chemin, dans l'expérience singulière, on parle en vain de l'expression. Alors ça peut être un enfant très jeune, vous avez des exemples ici autour de vous, ça peut être des adultes, ça peut être des amateurs, ça peut même être des artistes. Je veux dire, mais c'est l'expérience de la pratique artistique qui est fondatrice et qui constitue, à mon avis, principalement la personne.
Et ça, cette expérience-là, elle est totalement minorée dans le système éducatif français notamment. Elle est volontairement minorée au profit d'un art académique, du pouvoir du savoir, des gens qui tapent, etc. Et le combat qu'on mène tous les uns les autres, c'est bien pour essayer, pour ça que j'insiste souvent sur la question de la pratique, c'est pas comme ça, c'est parce que je n'imagine pas qu'on puisse parler d'art sans activité artistique. Donc je n'imagine pas qu'on puisse parler d'éducation artistique sans activité. Dans cette éducation, sans pratique, sans chanter, sans faire, sans dessiner, sans bouger, enfin peu importe, à des niveaux différents, selon les âges, selon les milieux, etc. Et ça, cette idée-là, qui est que pour les individus comme pour les collectifs, parce que c'est avec l'autre, évidemment, que ça se joue. L'intérêt de l'école, c'est qu'on est collectif, on est dans une classe, on est dans un groupe, on est dans un ensemble. Donc toute expérience artistique, elle est confrontée à celle du voisin, d'en face, et c'est dans l'échange qu'on va se construire. Ça, cette idée-là, elle est totalement minoritaire et très difficile à faire passer dans notre système éducatif. Oui. Bon, peut-être une dernière question, avant de donner la parole à vous-même. Alors, une question, je poserai différemment à l'un et à l'autre, mais enfin c'est à peu près la même, qui devrait peut-être faire sourire certains de mes collègues, parce qu'il y a une dimension privée dans cette affaire-là. Voilà, Robin, supposons que tu sois nommé ambassadeur de la culture à l'Université Lumière de Lyon 2. Qu'est-ce que tu proposerais à notre président? Je proposerais donc toutes les occasions de construire une chaîne, c'est-à-dire de penser collectivement. Voilà. Je m'interrogerai donc déjà ceux qui sont porteurs d'un savoir, puisque l'université c'est la transmission d'un savoir. Je questionnerai la pratique sensible justement de ceux qui détiennent ce savoir. Que ce savoir soit un savoir de la... C'est la différence entre le savoir et la connaissance. Vous voyez, c'est un exercice sensoriel, de cette pratique. Voilà. Que les mots qui sont transmis à l'autre, qui sont donc symboliques, comme je l'ai dit, soient dans une adresse d'élévation. Donc c'est un projet, je vérifierai si je puis dire, le projet élévateur. C'est le projet qui est que lorsque le savoir est transmis, il est fait pour que l'élève s'élève. Et que ce ne soit pas un signe qui soit proposé à des récepteurs. Et je place l'endroit un peu difficile, il est toujours philosophique, mais c'est que ça n'est pas un émetteur et un récepteur dont il est question, c'est un accompagnateur de la production symbolique de l'autre que je veux vérifier. C'est le projet humain de base, c'est le projet de la transmission comme étant la capacité d'élever. Et pas la connaissance qui est je vous montre un certain savoir, je suis un émetteur, vous êtes un récepteur, vous prenez ces signaux. Parce que cela, c'est un petit peu la question tout à l'heure que tu évoquais aussi, qu'est-ce qui peut faire obstacle en fait à cet échange-là? C'est que nous sommes dans une société du signe et pas du symbole. Le symbole, chez les Grecs, encore une fois, c'est le symbolon, c'est l'objet qui est une assiette en argile que l'on casse en deux, et puis lorsqu'on se sépare, dans la brisure de l'objet restant, il y a encore l'image ou la pensée de ce qui manque. Il y a une partie manquante dans le symbole, qui est achevée par l'autre morceau. C'est pas la même chose que le signe. Le signe, il indique la direction. Le symbole, il sous-entend qu'il est parachevé par l'autre. Donc, je trouve que nos sociétés, elles sont désymbolisantes aujourd'hui, car elles privilégient le signe, les signaux de la télévision, les signaux qu'ils peuvent avoir dans tout le domaine, qui sont sophistes, c'est-à-dire qui sont des signaux pour diriger l'humain vers quelque chose. Alors après, on peut le définir, parce que Platon, faisant parler Socrate, disait le sophisme, et ça emmenait les jeunes gens vers une pensée toute faite, la rhétorique. Aujourd'hui, on peut se dire que tous les objets du marketing sont des signes pour emmener des
des humains à se diriger vers des cibles d'achat sur nos sociétés. C'est ce qui différencie nos sociétés depuis un siècle du siècle dernier, ou bien de Jules Ferry qui avait un projet d'éducation, de transmission, mais vous voyez que c'est plus... Il y a des obstacles selon les époques qui ne sont pas les mêmes, qui sont toujours liés à la question de la technique en fait. Alors, la différence entre le signe et le symbole, elle se situe là. Moi je redemanderais, je re-questionnerais l'université, qui est le lieu de la recherche, qui est le lieu de l'absence de réponse, de l'inconnu, et de fait du désir. Le désir, il n'a justement pas trouvé de finalité. C'est ce qui caractérise le désir, c'est qu'il ne peut pas être défini dans son objectif. Il reste en suspens. Je questionnerai à tous les échelons cette donnée. Je pense que c'est filmé, donc notre président sera interpellé bientôt sur le site même de l'université, ce sera parfait. Jean-Gabriel, je pose la même question, mais légèrement différente, pour une raison que tu vas être obligé de comprendre. Jean-Gabriel a écrit, il y a 2 ans maintenant, je crois, un livre qui s'appelle « Quand je serai ministre de la Culture ». Bon, on ne va pas rêver, c'est pas lui pour le moment, et c'est pas l'ordre du jour, mais supposons que tu sois vice-président, chargé de la culture à l'université Lumière Lyon 2, quel serait ton programme? Vous n'étiez pas préparé à cette question. Théâtre obligatoire pour tout le monde. Non, je ne sais pas, je vais juste prolonger un tout petit peu, après je réponds à ta question, c'est là parce que c'est la même réponse d'une autre manière. Romain parle de la différence entre le savoir et la connaissance. C'est un des thèmes que je développe souvent, et parce que c'est à Lyon 2, je crois bien, qu'il y avait eu une rencontre des CFMI il y a quelques années où on m'avait demandé d'intervenir. Le président, rappelle-moi son nom. Alain Dessay. Non, il y avait Alain Dessay, le président de l'université. À l'époque. Je sais plus, bon, peu importe, il disait c'est bien que ça se passe à l'université, puisqu'ici on transmet des savoirs, on transmet des connaissances, donc on est là pour ça. Il utilisait les 2 mots pour dire la même chose, au fond. Hein, et il se trouvait que je venais de lire un livre d'entretien entre Umberto Eco et Jean-Claude Carrière, qui s'appelle, j'oublie toujours le nom, vous n'en aurez pas fini avec la littérature ou quelque chose comme ça, où ils interrogent Internet en disant est-ce que ça va tuer le livre, etc. Et à un moment donné, n'espérez pas avoir en finir avec la littérature, je ne sais plus comment ça s'appelle. À un moment donné, Jean-Claude Carrière a cette phrase géniale, pour moi, où il dit la connaissance, c'est un savoir transformé en expérience de vie. La connaissance, c'est un savoir transformé en expérience de vie. Et il y a des gens qui savent beaucoup de choses et qui ne connaissent rien. Je veux dire, moi je donne souvent l'exemple, ça m'amuse, dans mon spectacle futur là-dessus, de Marcel Proust. Voilà, je donne l'exemple de Marcel Proust là-dessus, je connais Marcel Proust, vous connaissez tous Marcel Proust, grand auteur, lui il le connaît par cœur. Il a écrit À la recherche du temps perdu, je connais même le début de la première phrase, longtemps, je me suis couché de bonne heure, etc. Et dans ce texte-là, il raconte l'histoire d'une madeleine qui trempe dans son thé, puis c'est tout ça. Voilà, je sais tout ça. Je n'ai jamais ouvert un livre de Marcel Proust. Je dois reconnaître que je n'ai jamais ouvert un livre de Marcel Proust, je ne connais rien. Je sais, je peux dans un bistrot, dans une autre travail, dire ah oui, Proust, à ma tête, ah oui, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, ça n'a eu aucune influence. Ce livre-là n'a eu aucune influence sur moi. C'est-à-dire, il ne m'a pas construit. Voilà, je ne vais pas tarder à le lire parce que depuis que Romain fait des lectures là-dessus, je me dis qu'il faut que j'arrête cet art absolu dans ma truc. Mais je donne ça comme exemple, il y en a beaucoup d'autres. Mais au fond, on a chacun ça. On a chacun quelques spectacles, quelques livres, quelques musiques, quelques événements, où tout d'un coup, ça nous a construit. On dit ça, oui, ça je n'oublierai jamais dans ma vie. Parce que c'est un moment de ma construction. Et je trouve que si on pouvait, dans une université par exemple, à tous les niveaux, multiplier les expériences pour que les gens se construisent à travers ça, ce serait formidable. Donc ça passe par des pratiques d'acteurs, pratiques de spectateurs, que ce soit au cinéma, au théâtre, à la musique, sous des formes différentes. Mais juste là-dessus, je veux simplement dire que les étudiants de Lyon 2 qui ont eu la chance d'être avec des artistes en résidence dans ce musée, de vivre avec eux, d'installer avec eux, de les accompagner dans une création partagée, ils ne l'oublieront jamais. Il y a beaucoup de choses qu'ils auront oubliées, mais ça, non. Voilà, donc c'est d'essayer de mettre en place pas des processus, des éléments qui permettent
qu'éventuellement surgissent des expériences inoubliables. Elles peuvent être très, très simples, elles peuvent être toutes petites parfois plus importantes, mais voilà, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place. Parce que, et à partir de là, alors on peut tirer des fils, pour essayer de savoir comment ça marche, aller faire de l'histoire, aller faire de la technique, approfondir. Certains vont faire toute leur vie avec ça, vont devenir des artistes professionnels, peu importe. Mais voilà, s'il n'y a pas ça, et notamment à l'université qui est un lieu de recherche, mais qui est aussi un lieu de formation, notamment des enseignants et des gens qui vont enseigner, s'ils n'ont pas vécu, eux, une fois ça, ils ont du mal à le faire vivre aux jeunes dont ils auront la charge plus tard. Mais Proust tout de même, parce que... Non, mais je vais le lire cet été, je comprends bien ce que je veux dire. Non, mais parce que il se trouve qu'on était ensemble, le hasard a fait qu'on intervenait ensemble à Toulouse il y a à peine un mois, et tu as parlé de Proust, et tu te souviens peut-être, au moment où j'ai pris la parole, j'ai dit je ne peux pas te laisser partir, Jean-Gabriel, sans te rappeler une phrase de Roland Barthes à propos de Proust, qui disait, ce qui est formidable dans la recherche, c'est que chaque fois qu'on la relit, on ne saute pas le même passage. Donc, libère-toi, tu peux lire. Non, mais je suis très libre, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, bah, écoutez, maintenant, on va vous donner le micro. Si Robin, vous n'êtes pas trop fatigué sur les deux. Non, mais au contraire, il faut échanger, parce qu'il faut dire ce qu'on fait aussi. Là, c'est ce qu'on pense, ce qu'on fait. Voilà. Alors, allons-y. On a deux micros, on peut le faire circuler. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Pénaud. Donc tout à l'heure vous avez parlé de l'art dans les termes d'élévation de l'individu, et je crois que c'est profondément sa fonction, enfin, si on peut appeler ça une fonction, mais la question se pose de savoir si c'est vraiment compatible avec une société ultralibérale, et si cette fonction d'élévation de l'individu, d'enrichissement, n'est pas confisquée au détriment d'autres valeurs. Enfin, je connais mieux les arts plastiques pour y vivre dedans, plus précisément, et je vois que l'art devient plutôt une marchandise et qu'il est à la mode, du coup, il déplace les foules et il perd en même temps donc, de sa fonction, s'adresser directement à l'individu pour l'élever et le sortir de ses conditions. Et je me demande si, à terme, on peut encore garder beaucoup d'espoir ou s'il ne faut pas se battre vraiment résolument contre ces sociétés. Oui, c'est un long débat qu'on pourra avoir, hein. C'est une vraie réflexion. L'ultralibéralisme ou le libéralisme, il a au moins le mérite d'être clair. Et lorsque nous savons contre quoi éventuellement nous pouvons lutter, si nous devions lutter contre, il est très clair. Qu'est-ce qu'il veut? Il répond en fait à une pensée qui s'appelle le libéralisme, qui est né en 1705 avec Bernard de Mandeville et puis ensuite Adam Smith, qui dit tout simplement qu'il faut rendre les hommes compétiteurs pour davantage faire de profit collectif. Le vice privé fait la vertu publique. C'est la phrase de Bernard de Mandeville, reprise par Adam Smith. C'est-à-dire en libérant les pulsions, en rendant l'homme davantage animal, on crée une économie financière très importante. C'est le début de la pensée qui s'appelle libérale. Je joue en ce moment je répète Arnolphe au TNP en ce moment, il y a une phrase qui me touche vraiment, d'un avare à l'instant, il fait un libéral. Ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire de quelqu'un qui retient son argent ou qui est dans une économie d'absence d'argent, on ne fait donc pas un dépensier, c'est pas le mot qui est cité en 1760 par Molière, on fait un libéral. Le mot libéral, il vient donc de cette notion qui est qu'en libérant la pulsion, c'est-à-dire en faisant en sorte que l'humain consomme, en fait, il se consume en même temps et il produit. Il est producteur d'argent. D'argent, avare au plan monétaire. Donc, cette production d'argent, c'est toute une méthode. Pour cela, il faut qu'il y ait tout un système qui soit mis en chantier. C'est ce qui est l'objet de siècles de l'économie monétaire, hein, où les lumières anglaises ont pris le dessus sur les lumières allemandes et les lumières françaises. Les lumières allemandes, Kant dit qu'il faut que l'humain, il s'élève justement, qu'il soit auteur de ses actes, qu'il soit capable
de voter aussi, c'est ce que dit Condorcet, hein, sur les Lumières françaises. Les Lumières anglaises, ça a été le libéralisme, du commerce, avec ce corollaire qui est qu'il faut mettre en compétitivité, ouvrir les frontières, diviser le travail, c'est écrit. Hein. C'est un système, ce système-là, il dissocie. Il dissocie une société, mais c'est une source de produits financiers, encore une fois. Donc ça, c'est un projet, hein, qui était le projet de la croissance économique. Aujourd'hui, peut-être que nous sommes au bout d'un système, d'une croissance qui est monétaire, où c'est l'argent lui-même qui fait de l'argent, et que nous avons sans doute besoin de retrouver de l'élévation, justement. Et non pas l'état pulsionnel dans lequel nous sommes sans arrêt confrontés et emmenés. Toute l'histoire de la publicité, c'est celle-là, c'est de rendre pulsionnel à l'achat, de nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin. Ça fait un siècle seulement de cela, donc ça fait que 100 ans que nous sommes sous cette tutelle de l'économie, de ce libéralisme-là. Hein. Donc il y a sans doute à retrouver toutes les valeurs de la production autre. Une autre économie, qui n'est pas que cette économie financière, qui est une économie de l'échange. C'est peut-être dans le siècle dans lequel nous entrons. Le siècle de la contribution, le siècle de l'échange, le siècle... Je crois que c'est à nouveau une époque dans laquelle nous entrons, parce que nous sommes au bout d'un système. Ça commence aujourd'hui. Bon, ça a commencé depuis pas mal de temps. Regardez, avec la contribution sur les outils Internet que nous avons, on peut totalement transformer. Il n'y a pas seulement un acheteur et un vendeur. Il y a aussi des tas de contributions qui ne sont pas monétaires. Retrouver le don, le contre-don, le partage, l'échange, la rencontre, qui sont toutes les valeurs que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je peux juste dire deux mots là-dessus, c'est-à-dire que Robin explique ça très bien. En même temps qu'il y a tout ça, il y a le contraire. C'est ça qui j'ai envie de dire ça, parce qu'en même temps qu'il y a cette évolution vers la marchandisation, la fragmentation, etc., on a aussi des expériences artistiques formidables, des gens extraordinaires qui montent des projets super, etc. Donc ça nuance un peu quoi, la chose. Moi je suis toujours attentif à ça, en disant c'est vrai qu'il y a une dominante économique, technologique qui nous submerge, on est en train de changer le monde, etc. Mais en même temps, et c'est difficile, ça crée des problèmes considérables, et en même temps, ça provoque des solidarités nouvelles, des formes d'invention nouvelles, etc. Je crois que c'est important de dire ça. En fait, la question que j'avais posée rejoignait tout à fait la vôtre. Vous y avez pas mal répondu, donc on ne va pas ressasser. Moi, j'ai une inquiétude concernant nos étudiants. Alors là, je fais très attention à ce que je vais dire parce que je ne veux absolument pas les stigmatiser. Mais ils ont énormément de difficultés à accéder à ce désir de connaissance qui n'est pas le savoir utilitaire qu'ils attendent de recevoir comme si on les déversait pour pouvoir le mener après dans un cours. L'université n'est pas là pour être utilitaire. Ça, c'est un premier souci, donc je ne vais pas commencer avec ma question, puisque c'est la même. Alors comment... donc je ne veux pas les culpabiliser, parce qu'il vaut mieux culpabiliser les profs et le système, puisqu'ils seraient incapables de les amener à ça. Moi, j'y arrive avec une poignée, hein, c'est ma mission. Donc voilà, ça c'est la première question. Mais comme je vois à quel point on se bat avec Patrice, le directeur du service culturel, pour permettre à des étudiants d'accéder au théâtre à des prix compétitifs type 6 €, parce que ça c'est la réalité concrète du quotidien, pour aller voir des spectacles et pour les rendre créatifs à partir de ça, c'est-à-dire les autoriser à un peu laisser une parole libre circuler à partir de ça et non pas en faire un sujet de devoir comme au lycée, etc. Voilà. C'est ces choses-là qu'on laborieusement mis en place et qui sont extrêmement difficiles, non pas pour ceux qui veulent bien s'y prêter, mais parce qu'ils ne sont qu'une très faible minorité des étudiants à vouloir accéder à ça. Maintenant, voilà, ça c'était le sens de ma question et je voudrais faire juste une petite anecdote parce qu'on parle d'argent. C'est tout à fait autre chose, mais pour moi c'est quand même lié à la consommation du spectacle, au problème de
Enfin bon. Lundi 17 juin s'ouvrait l'ouverture de la billetterie du Festival d'Avignon à 10h du matin. Donc à 10h moins 5, je suis devant Internet et avec le téléphone prêt pour appeler le bureau du festival. Je voulais réserver un spectacle qui s'appelle L'Argent, parce que j'ai un travail de recherche à ce moment là-dessus sur l'image en mouvement, l'image numérique, les nouvelles technologies au théâtre, pourquoi être devant ça, etc. Et c'est un spectacle qui utilise ces nouvelles technologies. Évidemment, à 10h01, enfin à 10h00, il n'y avait plus de place à ce spectacle. Et je fais partie des privilégiés qui accèdent au festival, parce que je suis informée avant, que je m'organise, etc. Sachant aussi que la veille, j'étais à Avignon, le samedi, j'étais à Avignon, et qu'à 7h30 du matin, j'étais avec des amis avignonnais qui allaient faire la queue pour avoir des places, parce qu'il y a un contingent de places réservé aux Avignonnais. Il n'y avait plus de place à ce spectacle. Il doit être vraiment très bien. Voilà, je ferme ma parenthèse. C'est pas une critique, hein. C'est simplement pour moi, ça réveille des prises de conscience d'une partie sur la manière dont on consomme la culture, la manière avec laquelle on y va. Par exemple, aujourd'hui, une fois que je ne dis pas, mais nos étudiants, ça y est, ils ont fini leurs examens, ils sont repartis dans leur famille, ils ont des jobs, etc. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Et donc, voilà, je trouve que c'est très très difficile. Moi, j'aimerais bien qu'au ministère, on ait des artistes et pas que des gestionnaires. Je ne critique pas notre ministre, mais voilà. Vous étiez un étudiant dans la salle. Prise de parole. Oui, il y en a quand même. Non, mais alors, je ne répondrai pas à votre interrogation, mais ce qui me préoccupe, c'est de sortir, en fait, là c'est dans mon quotidien, de la question du spectacle, de la question des 20% en fait que nous sommes à avoir la capacité de vivre cela. En fait. Le désir d'aller voir un spectacle, le désir de s'élever, le désir d'entrer dans cette communication du langage qui fait que nous sommes capables de nous comprendre sur ce terrain-là. Et que les 80% de nos concitoyens qui ne comprendraient rien à ce que nous racontons, qui n'ont pas les préoccupations que nous avons, de savoir s'ils vont pouvoir rentrer au spectacle, je trouve que c'est formidable. Je vous remercie d'être le spectateur, mais vous faites partie des 20% de notre société qui sont les personnes qui peuvent avoir ce que André Malraux a nommé une capacité d'accès à la culture. Et ce qui a faussé énormément le champ de 80% de nos concitoyens qui sont intimidés uniquement par cette idée même, alors qu'ils sont eux-mêmes porteurs de culture, qui sont même le terreau de l'invention, le terreau de la singularité souvent, parce qu'ils sont mélangés totalement dans des origines multiples, qu'ils ont une vie parfois de souffrance pour certains, ou de complexité, mais qu'ils sont des capacités, qu'ils sont en eux-mêmes les porteurs d'une capacité symbolique pour tout le monde, sauf qu'ils n'en ont pas la connaissance du tout. Vous voyez ? Ils n'ont peut-être pas envie, mais peut-être notre travail, alors là je parle d'un point de vue institutionnel, puisque j'ai la chance d'être directeur d'une institution, c'est de retrouver avec ces concitoyens-là, avec 80% de nos concitoyens, comment avoir la possibilité ensemble de se parler de la même chose. Tu te souviens peut-être, Robin, donc cet été à Bussang, et il y avait une table ronde sur qu'est-ce que c'est que le peuple au théâtre, le théâtre populaire. Et toi tu l'avais dit, Emmanuel Vallon l'avait dit aussi, c'est le théâtre qui crée le peuple. Alors qu'est-ce qui peut créer le peuple? Alors, moi je vous dis ce que j'essaie de faire. Voilà. Après avoir été un peu philosophe, c'est quand même du très très concret au quotidien. Il y a 24 heures dans une journée, comment je peux les dépenser? J'essaie, parce que c'est une obsession maintenant, et un plaisir aussi, d'être un accompagnateur de la production de l'autre. Je me dis que ce qui m'intéresse, c'est en fait, après avoir fait l'histrion, éventuellement, on joue dans des films, on fait plein de trucs, on joue au théâtre. Ce qui vraiment m'excite,
c'est de me dire comment je fais en sorte que l'autre prenne la parole. Comment je peux aider à ce qu'il soit lui-même dans le plaisir de pouvoir dire « je ». Voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai envie de dire, voilà ce que j'ai envie de partager avec toi. Vous voyez ? Alors c'est extrêmement ambitieux comme projet, mais bon, je me dis que je bénéficie de deux endroits, ma propre vie, mon corps, ma voix. Hein. Alors, si je fais l'acteur maintenant, je ne fais plus l'acteur en disant je vais tenter de bien jouer. Je vais en fait tenter de raconter une histoire qui est un symbole dont j'offre la moitié pour que celui qui est en face constitue la moitié que je lui donne. Et je veux m'en assurer. Je veux être sûr de ça. Je ne suis pas un signal, je ne suis pas quelque chose que j'envoie à quelqu'un, parce que je fais plein de trucs. Je fais en sorte de dire comment je peux l'accompagner à voir, à imaginer, à entendre, à imaginer, puisque j'ai placé l'imaginaire comme étant l'humain. Oui. Donc je me dis comment je l'accompagne dans sa production d'images, d'imaginaire. Avec quoi? Avec des mots. Donc je fais en sorte que ma parole, ça je parle juste du point de vue de ma petite partie d'acteur, c'est les 25% qui sont de ma journée. Je pense à ça. Après je suis directeur d'un centre dramatique, je me dis comment je vais accompagner la production. Alors je fais en sorte qu'il y ait des chaînes, toute la chaîne de l'éducation et de la transmission, je me dis à combien d'enseignants, d'instituteurs, j'aime bien le mot, si c'est en primaire, je me suis adressé cette semaine. Si ce n'est pas dans la journée, c'est dans la semaine. À combien j'ai donné de la flamme, où j'ai tenté de raviver la flamme, de dire que ton travail, c'est d'élever. Ton travail, c'est de t'accompagner aussi, toi, à pouvoir créer du projet, de l'invention, créer de la dynamique, pour que dans ta classe, tu puisses produire quelque chose, produire une meilleure relation avec les outils de la langue, les outils de l'entrée dans la classe d'un artiste, si ça peut encore arriver. Ça a été des plans qui ont été mis en place aujourd'hui. Et comment je vais t'aider, toi, parce que ça va provoquer donc de l'accompagnement de l'imaginaire de l'enfant. Donc prendre soin, vous voyez, je tente de prendre soin de mes concitoyens, ceux-là. Comment à des acteurs professionnels, je leur transmets cela également. Tu n'es pas là pour faire acteur, tu es là pour accompagner quelqu'un à voir. Lui, avec tes mots, faire des mots qui donnent à voir. Pour que tout le monde y ait droit. Parce que ce qui m'intéresse, c'est celui qui justement ne sait pas, y compris quand il ne parlerait pas la langue. Mais il entendrait que dans la façon dont je m'adresse à lui, j'ai fini ma phrase. Ou bien je commence quelque chose qui l'amène à dire tiens, c'est quoi, pourquoi il se met à faire ce geste, comment il fait. Donc, vous voyez ce boulot, chez les amateurs, chez les professionnels, chez les enseignants, chez les animateurs, reconstituer toute la chaîne. Si je peux, je travaille avec mes tutelles, ministère de la Jeunesse et des Sports, à qui je vais redonner où je m'épuise à redonner du souffle. Hein. Ministère de la Culture, ce qu'on fait avec le comité qu'on a créé, le ministère de l'Éducation nationale, mais à tous les niveaux possibles. Bon, ça c'est l'acteur, le directeur de centre dramatique, associatif, je suis président d'association. Comment j'entretiens avec une association la rencontre d'amateurs, professionnels, ensemble, pas séparés, les amateurs et les professionnels, ceux qui produisent et puis d'autres qui consommeraient. Que quelqu'un qui dit ne pas savoir, c'est celui qui parfois va proposer le plus. Les amateurs, les professionnels, les enseignants, les animateurs, moi je veux les réunir dans une association. Donc on a créé l'ARIA en Corse. Si vous allez sur le site internet, ça sera bien. L'ARIA, L''ARIA, qui a pour but en ce moment même, d'une part de préparer l'université d'été qui commence, il y a un stage qui va commencer au mois de juillet, auquel vous êtes conviés si vous avez envie. C'est-à-dire pendant un temps, 34 jours, les gens vont faire ce qu'on est en train de faire là, par la pratique. Et surtout quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas faire du théâtre, par exemple. Pourquoi il faudrait savoir faire du théâtre pour en faire? Non. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, on a un auteur, puis on se met à dire des mots qui ne sont pas les siens, et surtout quand on n'a pas les mots au soir.
Dire les mots d'un auteur, ça passe par soi, et en plus, celui qui ne sait pas, il s'entend dire ce qui nous intéresse, c'est justement que ce que tu dis, toi, c'est un savoir. Ta singularité, ta voix, ton idiome, ton idios, ta singularité, c'est ça qui nous intéresse. Surtout quand tu dis que tu ne sais pas. Oui, parce que c'est ça ce qui est la culture. C'est pas l'accès à quelque chose qui serait une œuvre qu'il faudrait. Pour quelle raison on trouverait cette chose-là ou une autre attrayante? Qui la définit? La culture. Mais le fait que chacun est porteur d'une capacité de production, c'est un point de vue. C'est un point de vue politique qui commence dès l'école, justement. Et ce qui me taraude en ce moment, et le groupe dans lequel Alain, Jean-Gabriel, les uns les autres, Christine, tous ceux qui sont réunis ici, de ce collectif, c'est de s'assurer, voilà, que les 80% qui nous manquent, là, on prend un peu soin d'eux en permettant que depuis l'école, chaque enfant puisse utiliser au moins le langage, au moins les mots, pour pouvoir dire je crois que, je pense que, je trouve que, je peux dire ce que j'ai à dire. Et s'assurer que les maîtres sont eux-mêmes porteurs de cette dimension de l'adresse et de l'élévation. Qu'ils sont porteurs de cette autorisation, de cette autorité. C'est le même mot, auteur, auctor, qui augmente l'autre. C'est ça un auteur. Auctor, c'est celui qui augmente. Et le porteur de l'auctoritas, et l'autorité, c'est celui qui est capable d'augmenter l'autre. Donc c'est trouver des endroits pour le faire. Alors, je le fais dans une association, l'ARIA, à plein, tout ça, ça fonctionne. Je tente de le faire au Théâtre de France. Je le fais quand je vais jouer Arnolphe, c'est pas n'importe quoi, c'est l'école des femmes qui dit ce que ça dit. Du côté de la barbe et la toute-puissance, c'est une question justement d'emprise du cerveau de l'autre. La petite fille qu'on dit, qu'est-ce qu'il dit Arnolphe? Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. C'est un projet. Pour que la femme ne l'emmerde pas, il décide de la priver de pratique, d'expérience pratique. Elle ne doit pas écrire des lettres, elle ne doit pas créer, non, surtout pas. Ça crée de la singularité, ça crée de la quoi? De l'esprit critique qui pourrait le destituer. Donc, le choix de la pièce, la façon dont on la propose, la façon dont on accompagne au TNP, par exemple, il y a toute une activité avec Christian Scaretti, avec lequel je travaille beaucoup, sur cette question. Le champ associatif, voilà, c'est autant d'actes concrets que j'essaie de vous donner là, oui. Mais le projet, c'est celui-ci. C'est créer de la singularité dans un monde uniformisé. Et par la langue. Donc, ce qui crée le peuple, c'est la langue. Francis Ponge, servir la République, c'est redonner force et tenue à la langue. Redonner force et tenue à la langue. Et aux langues, au langage, pour passer de la gesticulation au geste, pour passer du bavardage à la parole, pour passer de l'agitation, qui a été quand même incarnée au plus haut sommet de l'État, à la concentration. Il y a des humains capables de dire je, d'être auteur et de pouvoir un peu influer dans leur propre vie. C'est un projet de citoyenneté. Et ça se décide au plus haut sommet de l'État. Si le choix est d'émanciper et de créer de la singularité, ça devrait se voir vraiment, ça, dans la formation des maîtres. Dans la formation des maîtres. Formés à la langue, formés à la syntaxe, formés au goût de la rythmique, de la métrique du langage, de la sonorité, et ne pas s'adresser à des cortex,
mais à des humains sensibles. Pas pareil. Pas pareil. Créer des humains sensibles, capables d'esprit critique, donc de discernement. Mais ça, c'est un choix politique. L'autre choix serait de tenter d'endormir un tout petit peu l'humain, de le rabaisser un tout petit peu, de lui faire confondre désir et pulsion, de le mettre à quatre pattes. Voilà. Donc le projet, pour moi, je termine, c'est redonner la langue pour se relever, pour se soulever. Je pense qu'il faut un soulèvement. Je crois qu'on est au bout de quelque chose. Et je ressens du désir de soulèvement. Il y a du soulèvement dans l'air. Mais pour se soulever, il faut pouvoir se relever. Or, les gens sont pour l'instant à quatre pattes pour beaucoup. Comment on peut avoir du désir lorsqu'on n'est que dans la subsistance? Qu'il faut assurer à bouffer, à dormir, à boire. C'est déjà qu'une petite partie, ça. Réussir les examens, c'est pas évident pour tout le monde. Il faut déjà bouffer, il faut déjà dormir, il faut déjà assurer que ses enfants aient un toit pour certains. Ben ça, c'est pas possible de se relever dans ce cas-là. C'est pas possible de se soulever. Donc ce qui peut au moins, c'est de donner du désir. Voilà. Comment je peux avoir une parole singulière après ça? Je vais vous raconter une anecdote sur le symbole et après vous faire une réflexion. L'anecdote sur le symbole dont tu parles, c'est, je l'avais écrit dans la bouquin il y a longtemps, c'est la Dame de Gennevilliers. Une année, j'avais assisté au théâtre de Gennevilliers à un colloque sur le rôle du public au théâtre. J'étais dans la salle avec plein de gens, écouter ça, et il y avait sur la scène un psychologue, un sociologue, un ethnologue, enfin tous les logs. Ils étaient là, ils dissertaient sur le rôle du public au théâtre, tout ça, est-ce que c'est important, c'est pas important. Moi j'écoutais ça, et à côté de moi il y avait une dame, elle est prof. Elle a pris la parole et elle a dit un truc que je n'ai jamais oublié. Elle a dit, je vais vous dire un truc. Moi quand je vais au théâtre et que je comprends rien, je m'ennuie. Et quand je vais au théâtre et que je comprends tout, je m'ennuie encore plus. Pour moi, ça a été